Le regard. C'est la première chose que j'ai remarquée. Pas le regard de quelqu'un qui vient demander, mais de quelqu'un qui vient réclamer, exiger. Mon neveu se tenait dans l'encadrement de la porte de mon salon, sa petite amie Céline à ses côtés, et tous les deux me fixaient comme si j'étais l'intruse dans mon propre appartement. Cet appartement du 15e arrondissement que j'avais acheté il y a 35 ans avec mon défunt mari Antoine, euro par euro, économie par économie. Ce n'était pas juste un appartement, c'était notre vie, nos sacrifices, mes souvenirs. Julien était le fils de ma sœur cadette, Sylvie. Quand elle est morte il y a 3 ans d'un cancer foudroyant, j'ai accueilli Julien chez moi sans hésiter. Il avait 24 ans, venait de perdre sa mère, n'avait jamais connu son père. Comment aurais-je pu faire autrement? C'était mon sang, le seul lien qui me restait avec Sylvie. Je lui ai dit qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il en aurait besoin, que ma porte serait toujours ouverte pour lui. Les 6 premiers mois se sont bien passés. Julien cherchait du travail, je l'aidais financièrement. Il était poli, reconnaissant même. Il rangeait ses affaires, participait aux courses, nous dînions ensemble le soir en parlant de Sylvie, de nos souvenirs. J'avais l'impression d'avoir retrouvé une famille, puis Céline est arrivée. Au début, elle venait juste le week-end. Une jeune femme de 23 ans, blonde, toujours impeccablement maquillée, qui travaillait dans la communication. Elle était polie avec moi, mais d'une politesse froide, mécanique. Ses sourires ne montaient jamais jusqu'à ses yeux. Elle regardait mon appartement comme si elle évaluait chaque meuble, chaque objet, calculant leur valeur. Un soir, Julien m'a demandé si Céline pouvait emménager. Juste temporairement, tante Françoise. Elle a des problèmes avec sa colocataire. 2 ou 3 mois maximum. J'ai hésité. Mon appartement n'était pas très grand, 70 mètres carrés, 2 chambres. Mais comment dire non? J'ai accepté. C'est là que tout a commencé à changer. La première fracture est survenue 2 semaines après l'arrivée de Céline. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand elle est entrée, Julien derrière elle. « Françoise ?» a-t-elle dit, pas tante Françoise ou madame, juste Françoise, comme si nous étions des égales, des colocataires. Nous devons parler de l'organisation de l'appartement. J'ai posé mon couteau. L'organisation? Oui. Julien et moi, nous sommes jeunes, nous avons besoin d'intimité. Ta chambre est plus grande et donne sur la cour, c'est plus calme. La petite chambre où nous dormons actuellement ne nous convient pas. Nous pensons que ce serait plus logique que tu prennes la petite chambre et nous la grande. J'ai senti mon sang se glacer. Ma chambre. La chambre que j'avais partagée avec Antoine pendant 20 ans. La chambre où il était mort dans mes bras. La chambre avec la vue sur le marronnier dans la cour, celui qu'Antoine adorait photographier à chaque saison. Il voulait que je leur donne ma chambre. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et je bégayais. C'est ma chambre depuis 35 ans. Mais tu es seule, Françoise. À quoi ça sert d'avoir tout cet espace juste pour toi? Nous sommes 2. Nous avons besoin de place pour nos affaires. C'est juste logique. Elle a dit ça avec un sourire. Comme si elle m'expliquait quelque chose d'évident à un enfant. J'ai regardé Julien, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il la contredise. Mais il regardait ses pieds, silencieux. C'est vrai, tante Françoise, ce serait plus pratique. Plus pratique. 35 ans de souvenirs, réduits à une question de pratique. J'aurais dû dire non. J'aurais dû poser une limite ferme à ce moment précis. Mais la peur m'a paralysée. La peur qu'il parte. La peur de me retrouver seule à nouveau dans cet appartement, avec seulement mes souvenirs et le silence. La peur de perdre Julien, mon dernier lien avec Sylvie. Alors j'ai accepté. Le week-end suivant, pendant que j'étais chez mon amie Martine, ils ont déménagé toutes mes affaires. Quand je suis rentrée le dimanche soir, ma chambre avait disparu. Mes photos avec Antoine, mes livres, ma commode ancienne, tout était entassé dans la petite chambre de 9 mètres carrés. Dans ma chambre, celle qui n'était plus la mienne, ils avaient installé leurs affaires, leurs meubles Ikea, leurs posters. Le marronnier que je voyais de ma fenêtre depuis 35 ans, c'était maintenant eux qui le voyaient. Cette nuit-là, allongée dans le lit étroit de la petite chambre, entourée de cartons que je n'avais pas eu la force de déballer, j'ai pleuré. Pas à cause de la chambre, mais à cause de ce que ça représentait. C'était la première fracture, le premier moment où j'aurais dû dire stop, le premier moment où j'aurais dû affirmer que c'était MEA maison, MES règles, MES souvenir. Mais je ne l'ai pas fait.
Après, les fractures se sont multipliées. Céline a commencé à réorganiser l'appartement. Ça fait tellement vieillot, Françoise. Il faut moderniser. Les rideaux que ma mère m'avait offerts ont été remplacés par des stores scandinaves. Le canapé en velours qu'Antoine et moi avions acheté chez un antiquaire a été relégué à la cave, remplacé par un truc en cuir gris qu'elle avait commandé sur Internet. Les cadres avec nos photos de voyage ont disparu des murs. Ça fait encombrer, disait-elle. Elle a changé les horaires. Je travaille tôt, je dois me coucher à 22 heures. Plus de télévision dans le salon après 21 heures, ça me dérange. Alors, je me réfugiais dans ma petite chambre, regardant mes séries sur ma tablette avec des écouteurs, comme une adolescente punie. Elle a changé les menus. Je suis végétarienne. Je ne veux pas d'odeur de viande dans l'appartement. Moi qui adorais faire mes petits plats mijotés, je devais maintenant cuisiner à la vapeur des légumes insipides ou manger des substituts de viande au goût de carton. Puis, elle a invité des amis. D'abord un couple, Thomas et Léa, juste pour le week-end. Puis une autre amie, Sarah, elle cherche un appartement, juste 2 semaines. Les 2 semaines sont devenues 1 mois. Mon salon est devenu leur salle de fête. Je les entendais rire, boire, mettre de la musique jusqu'à 2 heures du matin. Quand je demandais poliment s'ils pouvaient baisser le son, Céline me répondait « Oh Françoise, détends-toi un peu, profite de la vie. » Profiter de la vie. Dans mon propre appartement devenu un hôtel pour jeunes où je me sentais de trop. Peu à peu, mon appartement a cessé d'être mon appartement. Je me sentais comme une invitée qui abuse de l'hospitalité de ses hôtes. Je marchais sur la pointe des pieds, je m'excusais constamment, je restais confinée dans ma petite chambre pour ne déranger personne. Un soir, j'ai entendu Céline au téléphone dans le salon. Je revenais des courses, elle ne m'avait pas entendu ouvrir la porte. « Non, mais c'est bon, on gère. L'appartement est parfait. 70 mètres carrés dans le 15e, tu te rends compte? Et pas de loyer. Oui, elle est un peu chiante parfois avec ses remarques, mais Julien sait comment la gérer. Elle a tellement peur qu'on parte qu'elle accepte tout. Encore quelques mois, et on pourra passer à la prochaine étape. » La prochaine étape? Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle m'entende. Je suis restée immobile dans l'entrée, les sacs de courses tremblant dans mes mains. « Attends, je te dis, Julien a déjà parlé avec un notaire. Apparemment, comme elle n'a pas d'enfant et qu'il est son seul neveu, il pourrait hériter. Mais si on attend qu'elle claque, ça peut prendre des années. On réfléchit à d'autres options. Non, pas comme ça, on n'est pas des monstres. Mais il y a des moyens de la pousser à nous donner l'appartement, ou au moins à nous le vendre à un prix symbolique. Julien dit qu'elle se sent tellement coupable à cause de sa sœur, elle ferait n'importe quoi pour lui. Je n'ai pas entendu la suite. J'ai reculé doucement, je suis ressortie, j'ai descendu les escaliers en tremblant. Je me suis retrouvée assise sur un banc dans le square, en face de mon immeuble, incapable de bouger, incapable de penser. Ils ne m'aimaient pas, ils ne m'avaient jamais aimée. Pour eux, je n'étais qu'un obstacle entre eux et un appartement qui valait facilement 400 000 € dans ce quartier. Julien, le fils de ma sœur, celui que j'avais accueilli par amour, par loyauté envers Sylvie, me manipulait depuis le début. J'ai pensé à Sylvie. Qu'est-ce qu'elle aurait dit en voyant son fils comme ça? Elle qui était si droite, si fière. Elle qui m'avait toujours dit « Ne laisse jamais personne te manquer de respect, Françoise. Même pas ta famille. Surtout pas ta famille. » Pourquoi est-ce que j'avais accepté tout ça? Pourquoi est-ce que je m'étais laissé marcher dessus dans ma propre maison? Par peur de la solitude? Par culpabilité de ne pas avoir pu sauver Sylvie? Par ce besoin pathétique de me sentir encore utile, encore aimée? J'ai réalisé quelque chose, assise sur ce banc, avec le soleil de fin d'après-midi qui déclinait. Le silence, la gentillesse, l'accommodement. Les gens comme Céline les confondent avec de la faiblesse, de l'ignorance. Ils pensent qu'ils peuvent nous manipuler à leur guise. Et quand nous réagissons, ils sont surpris, choqués, ils contre-attaquent. Mais le silence permanent n'est jamais bon. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, surtout quand il s'agit de défendre son droit, sa dignité, sa sécurité patrimoniale et émotionnelle. Je suis restée sur ce banc jusqu'à la nuit. Puis je suis allée chez Martine. Je lui ai tout raconté. Elle m'a fait du thé, elle m'a écoutée. Et elle m'a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. « Françoise, cet appartement est à toi. Légalement, émotionnellement, moralement, tu as tous les droits. Eux n'en ont aucun. Il est temps de reprendre ce qui t'appartient. » Cette nuit-là, j'ai dormi chez Martine.
et j'ai commencé à élaborer un plan. Le lendemain matin, je suis allé voir Maître Durand, mon notaire. Je lui ai tout expliqué. Il a été clair. « Madame Lambert, cet appartement est à votre nom exclusif. Votre neveu n'a aucun droit dessus tant que vous êtes vivante, et même après, seulement si vous le désignez comme héritier dans votre testament. Actuellement, vous n'avez pas de testament, donc en cas de décès, la loi s'appliquerait, mais vous pouvez changer cela à tout moment. Que puis-je faire pour les faire partir ?» ai-je demandé. « C'est votre domicile. Vous pouvez leur donner un préavis de départ. Comme ils ne paient pas de loyer et n'ont pas de bail, légalement, ils sont des occupants précaires. Je peux rédiger une lettre officielle leur demandant de quitter les lieux sous 30 jours. S'ils refusent, nous pouvons entamer une procédure d'expulsion. J'ai aussi consulté un avocat spécialisé en droit de la famille, Maître Fontaine. Elle m'a aidé à comprendre mes options, à préparer mon dossier au cas où les choses tourneraient mal. Documentez tout, Madame Lambert. Les messages, les conversations, les témoins. Si jamais il y a conflit, vous aurez besoin de preuves. Pendant 2 semaines, j'ai préparé mon coup. J'ai fait des copies de tous mes documents de propriété. J'ai informé 2 voisins de confiance de la situation, au cas où j'aurais besoin de témoins. J'ai même installé discrètement une application d'enregistrement sur mon téléphone. Et j'ai attendu le bon moment. Il est arrivé un samedi soir. Céline organisait une énième soirée avec ses amis. À minuit, la musique était à fond. Ils criaient, riaient. Je suis sortie de ma chambre. J'ai débranché les enceintes. Le silence est tombé comme une chape de plomb. « Qu'est-ce que tu fous, Françoise ?» Céline était rouge, visiblement déjà bien alcoolisée. « Ce que je fais, je reprends le contrôle de ma maison. »« Ta maison ? C'est notre maison aussi maintenant. Julien habite ici, donc Julien habite ici parce que GE l'ai accueilli par générosité. Mais cette générosité a des limites. Limites que vous avez largement dépassées. Julien s'est approché. « Tange Françoise, calme-toi. Tu as bu ou quoi ? Je suis parfaitement sobre. Et j'ai quelque chose à vous annoncer. J'ai sorti les lettres préparées par le notaire. Vous avez 30 jours pour quitter cet appartement. Passé ce délai, je lance une procédure d'expulsion. » Le visage de Céline est devenu blanc, puis rouge, puis violet. « Tu ne peux pas faire ça. On n'a nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. Vous auriez dû y penser avant de me manipuler, de me traiter comme une intruse dans mon propre appartement, de comploter pour me voler ce qui m'appartient. » « Comploter ? De quoi tu parles ?» Julien avait l'air sincèrement confus. « Oh, tu veux que je rafraîchisse ta mémoire ?» J'ai sorti mon téléphone, j'ai lancé l'enregistrement de la conversation que j'avais captée. La voix de Céline a rempli le salon. Il y a des moyens de la pousser à nous donner l'appartement. Elle se sent tellement coupable. Le visage de Julien s'est décomposé. Il a regardé Céline, puis moi, puis Céline à nouveau. « C'est pas ce que tu crois, tante Françoise. Je ne savais pas qu'elle. » « Qu'elle quoi ?» Qu'elle disait tout haut ce que vous pensiez tous les deux tout bas. « Julien, tu as consulté un notaire pour savoir comment hériter de mon appartement. Ne me prends pas pour une idiote. C'était juste pour me renseigner. Au cas où. Je ne voulais pas. Au cas où quoi ? Au cas où je meurs. Au cas où tu puisses me convaincre de te le donner. Tu es le fils de ma sœur, Julien. Sylvie t'a élevé dans le respect, dans la dignité. Elle serait honteuse de ce que tu es devenu. » J'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Céline, elle, était passée en mode attaque. « Tu sais quoi ? Cet appartement est minable de toute façon. On se casse, viens Julien. » Mais Julien ne bougeait pas. Il me regardait. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu vraiment dans ses yeux. J'ai vu un jeune homme perdu, manipulé, qui réalisait peu, être enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. « Tante Françoise, je suis désolée. Tu as raison. Maman serait déçue de moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Quand Céline est arrivée, elle avait toutes ses idées, ses projets. Elle disait qu'on méritait mieux, que tu avais plus que ce dont tu avais besoin. Et j'ai juste écouté. Je suis désolée. Les excuses ne suffisent pas, Julien. Les actes comptent. Et tes actes m'ont montré que je ne peux pas te faire confiance. Il a baissé la tête. Céline a attrapé son bras. « Allez, on se tire. Elle est folle. » Ils sont partis cette nuit-là, avec quelques affaires. Les jours suivants, ils sont revenus plusieurs fois pour récupérer leurs affaires, toujours quand j'étais là, toujours sans dire un mot. Céline me lançait des regards noirs.
Julien ne me regardait pas du tout. Le 30e jour, ils avaient vidé la chambre. J'ai fait changer les serrures. J'ai récupéré mon appartement. Mais quelque chose en moi avait changé aussi. Les premières semaines, j'ai eu peur. Peur qu'ils reviennent, qu'ils fassent quelque chose. Maître Durand m'avait assuré que j'étais protégée légalement, mais la peur n'est pas toujours rationnelle. Je sursautais à chaque bruit dans le couloir. Je vérifiais 3 fois que la porte était bien fermée avant de me coucher. Puis, lentement, j'ai commencé à réinvestir l'espace. J'ai récupéré ma chambre. J'ai enlevé leurs meubles bon marché, j'ai sorti mon canapé en velours de la cave, j'ai remis mes photos au mur, j'ai repeint les murs dans des couleurs chaudes. J'ai racheté des rideaux, pas exactement les mêmes que ceux de maman, mais similaires. J'ai recréé mon chez-moi. Martine venait souvent. Tu vois, tu es capable de vivre seule. Tu es plus forte que tu ne le pensais. Elle avait raison. J'avais eu tellement peur de la solitude que j'avais accepté n'importe quelle compagnie, même toxique. Mais la vraie solitude n'était pas d'être physiquement seule. La vraie solitude, c'était ce que j'avais vécu ces derniers mois. Être entouré de gens qui te méprisent, qui te manipulent, qui ne te voient pas comme une personne, mais comme un obstacle ou un moyen d'arriver à leur fin. Être seul dans mon appartement, avec mes livres, ma musique, mes souvenirs d'Antoine, mes appels avec Martine, c'était 100 fois mieux que d'être accompagné par Julien et Céline. 6 mois après leur départ, j'ai reçu une lettre. De Julien. Pas d'adresse de retour, juste quelques lignes. Tante Françoise, je sais que tu ne me pardonneras peu, être jamais. Je ne te demande pas de le faire. Je veux juste que tu saches que tu avais raison. Céline et moi, on a rompu. Elle voyait en moi ce que tu as vu, quelqu'un de faible, de manipulable. Elle m'a quitté quand elle a réalisé qu'on n'aurait pas l'appartement. Je me sens idiot, je me sens honteux. Je pense souvent à maman, à ce qu'elle dirait. J'ai tout gâché avec la seule famille qui me restait. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Pas pour que les choses redeviennent comme avant, mais juste pour que tu saches que je regrette sincèrement. Julien. J'ai tenu cette lettre dans mes mains pendant longtemps. Une partie de moi voulait la déchirer, effacer toute trace de lui de ma vie. Une autre partie, la partie qui se souvenait du petit garçon qu'il était, qui se souvenait de Sylvie me disant « S'il m'arrive quelque chose, prends soin de lui », voulait répondre. Finalement, j'ai fait quelque chose entre les deux. J'ai répondu, mais ma réponse était claire. « Julien, je reçois tes excuses. Je comprends que tu as été manipulé, que tu as fait des erreurs. Nous en faisons tous. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Et il ne signifie pas que les choses peuvent redevenir comme avant. Tu as franchi une ligne qu'on ne peut pas effacer. Je te souhaite du bien. J'espère que tu apprendras de cette expérience, que tu deviendras l'homme que ta mère voulait que tu sois. Mais nous ne serons plus jamais proches comme nous l'étions. Cette confiance est brisée. Je ne t'en veux pas de m'avoir blessé. Je t'en veux de m'avoir sous-estimé, de m'avoir cru faible et manipulable. Je ne suis pas faible. Je suis une femme qui a construit sa vie, qui a aimé et perdu, qui a survécu et prospéré. Et je ne permettrai plus jamais à personne de me faire sentir petite dans ma propre vie. Prends soin de toi, Françoise. Je n'ai jamais reçu de réponse. Je ne sais pas où il est maintenant, ce qu'il fait. Parfois je pense à lui, au petit garçon qu'il était, et mon cœur se serre. Mais je ne regrette pas mes actions. Aujourd'hui, quand je me réveille dans ma chambre, que je vois le marronnier par la fenêtre, ces feuilles qui changent avec les saisons comme Antoine aimait tant les observer, je me sens chez moi, vraiment chez moi, pour la première fois depuis des années. J'ai appris quelque chose de cette épreuve. J'ai appris que mettre des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. J'ai appris que la famille n'est pas une excuse pour accepter l'inacceptable. J'ai appris que parfois, se défendre signifie perdre des gens qu'on aime, mais que se trahir soi-même est une perte encore plus grande. J'ai appris que le sang ne justifie pas l'abus, que le respect doit être réciproque, qu'il vaut mieux être seule et en paix que mal accompagnée et malheureuse. Je ne regrette rien. Pas d'avoir accueilli Julien initialement, pas de lui avoir donné sa chance. Mais je ne regrette pas non plus de l'avoir mis dehors quand il a prouvé qu'il ne méritait pas ma confiance. Certaines personnes me demandent si c'était dur, si j'ai eu peur. Oui, bien sûr. Mais vous savez ce qui était encore plus dur ? Vivre comme une étrangère dans ma propre maison. Marcher sur des œufs pour ne pas déranger les gens qui me dépossédaient de ma vie. Ça, c'était insupportable.
Alors quand je vois mon reflet dans le miroir maintenant, je vois une femme différente, plus une femme qui a peur, qui se fait petite. Je vois une femme qui a récupéré sa dignité, son espace, sa vie. Et si je pouvais donner un conseil à toutes les personnes qui vivent d'une situation similaire, ce serait celui-ci. N'attendez pas. N'attendez pas que ça devienne insupportable. Posez vos limites dès le premier signe, dès la première fracture. Parce que si vous laissez passer la première, il y en aura une deuxième, puis une troisième, et avant que vous ne le réalisiez, vous aurez perdu votre maison sans même avoir déménagé. Défendez ce qui est à vous, votre espace, votre dignité, votre paix. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous vous perdez en essayant de plaire aux autres, que reste-t-il pour vous? Je regarde par ma fenêtre, le marronnier commence à bourgeonner. Un nouveau printemps, une nouvelle vie. Ma vie. Et je n'ai jamais été aussi bien.